Jamais la critique littéraire, ça va pour le son? Non. N'a eu un essor aussi magnifique que celui qu'elle a connu de la fin des années 50 au début des années 80 du siècle passé. Un quart de siècle où la littérature a été évaluée, jaugée, labourée, à partir de l'extraordinaire foisonnement des sciences humaines en toutes sortes de directions. Psychanalyse, linguistique, sémiotique, anthropologie, structuralisme, et plus encore aux multiples nouages entre ces disciplines. La littérature a été, dans ses interrogations, tour à tour source et banc d'essai de ce pullulement de recherche. Elles avaient en commun de questionner la nature et les pouvoirs de la langue et d'explorer les diverses scènes de son théâtre. Et celui de la littérature, en ses échappées comme en ses répétitions, offrait un champ ouvert aussi bien aux travaux faisant apparaître des invariants ou des peu variants, je pense aux études structuralistes, qu'à des recherches autour de la singularité, de l'irréductible de l'expérience littéraire jusqu'en ses extrêmes limites des finistères du langage. Le rapport au silence, la dislocation des formes, voire de toute syntaxe narrative, voire de toute syntaxe. La critique littéraire a eu la chance, en ces années, d'être à la fois éjectée du champ qui lui était traditionnellement assigné, l'histoire des idées, des représentations, les approches philologiques classiques, la succession des écoles et des genres, et réassignée autrement dans sa vocation. De quoi les interrogations sur le langage, sur la vie de l'imaginaire, sur le pouvoir des formes, telles que les faisait vivre la littérature, étaient-elles le signe ou le symptôme? Ce siècle des Lumières, en grand raccourci, que furent ces 25 ou 30 années, a eu besoin de placer l'expérience littéraire souvent au centre de ses préoccupations. En ombilique ou en point de vertige? En ombilique, quand, comme au siècle des Lumières, la question de l'origine était si centrale, origine de la construction psychique à travers la construction langagière, Lacan, etc. Origine des démarcations et exclusions sociales fondatrices, Foucault, etc. Origine de la production langagière, la linguistique. Et aux origines du désir d'écrire, quoi? En point de vertige, jamais la littérature et la critique littéraire n'ont été à ce point obsédées par les rapports de l'écriture et de l'expérience des limites, l'impossible à énoncer, la langue comme prison ou tyrannie, Barthes, la jouissance, la folie comme franchissement de frontières du langage, les impostures des discours, des schémas identitaires. La littérature et la critique littéraire semblaient comme magnétisées par ces tentations de l'extrême, cet hérétisme de la radicalité, parfois par un curieux eros mortis, mort du personnage, mort de l'auteur, fin de la littérature. Vertige des origines, vertige des fins ultimes, revenons sur terre, à la vie des institutions, à tout ce qui a permis que s'ouvre ainsi le champ intellectuel. Autrement dit, à l'appel d'air qu'ont représenté les portes grandes ouvertes de l'université à toute une génération. Ma génération, qui a obtenu si aisément des postes dans l'université à la fin des années 60, a eu la chance d'avoir à remettre en chantier à l'âge post-étudiant tout ce qu'elle avait comme instrument d'analyse et comme autorisation de parole enseignante. On m'avait appris en cagne pour préparer les concours de recrutement de notre base philologique, le latin et le grec, des connaissances historiques convenables et l'art d'enclore et de s'enclore dans une rhétorique dissertative en béton armé. D'où un moment de trouble et d'excitation devant tant de portes et de fenêtres qui s'ouvraient, avec un souvenir assez exaltant de ces interséminaires que nous faisions entre jeunes enseignants, à nous inculquer les uns aux autres les codes de la route linguistique ou sémiotique, quelques touches ou quelques louches de Lacan, de Barthes, de Foucault, de Deleuze, mais aussi par exemple de Grémas, bien oublié aujourd'hui, ou du telquelisme militant. Ce qu'il y avait d'entraînant dans ce moment, c'est qu'il fut une formidable proposition de lecture et de relecture, et partant de réflexions fondamentales sur la littérature. Le meilleur du nouveau roman, de tel quel, de la revue Change, fut cette incitation à sortir d'un précaré littéraire français un peu étroit, à retourner méditer sur les grandes aventures d'écriture qui laissaient voir sur quel fond, métaphysique, tragique, etc., elles se tramaient. Nul hasard si Flaubert, Kafka, Nietzsche, Proust, Céline, Beckett
ont été aussi souvent évoqués. C'est une magnifique perspective ou rétrospective de lecture qui s'ouvrit alors, avec en bruit de fond tous les soubresauts politiques de 68 et de l'après-68, où l'université servait de caisse de résonance, avec donc une question posée sur les pouvoirs de la littérature comme facteur ou comme contrefacteur d'émancipation sociale, avec en accompagnement l'idée que l'université pouvait et devait s'ouvrir à de nouveaux publics. Passionnante était l'expérience de Vincennes, et à de nouvelles pratiques pédagogiques, valorisation de l'oral, du travail en groupe, mise en cause des modèles rhétoriques usuels, ouverture des champs de recherche à l'infini, désacralisation du littéraire, etc. Avec une question sans cesse posée sur l'origine de nos discours et sur leur portée sociale, le fameux « d'où tu parles », question aussi insolente qu'excellente sur la légitimité de mon propos, sur ses tenants, et la question pouvait mener loin, et ses aboutissants. La critique littéraire a oscillé alors entre le mythe d'une critique scientifique avec conceptualisation et méthodologie rigide. Par exemple, une chercheuse qui a écrit « Une science du littéraire est-elle possible ?» et sa réponse était oui, et celui d'une écriture rivalisant avec celle des écrivains. En ces années, de fait, la critique littéraire fut souvent admirablement écrite. Qu'on songe à Barthes, à Starobinski, à Jean-Pierre Richard, à Blanchot, à Foucault, à Deleuze, avec une qualité de tension et d'invention jamais égalée. S'impose alors l'idée que la critique avait à être travail d'écriture. Tandis que, peu à peu, l'idée que la critique puisse être une pratique scientifique s'estompait peu à peu. Je garde de ces années 70-80 un souvenir contrasté. J'en ai parfois aimé l'odeur de poudre, l'imaginaire de combat ou de limites écartées qu'elle représentait. J'ai été souvent déstabilisé par certaines exaltations avant-gardistes, politiques aussi bien que littéraires, où je ne me reconnaissais pas, alors même que je sentais qu'elles pouvaient avoir un potentiel de créativité et de renouveau, à tout le moins à explorer. Dans mon discours enseignant, je le pratiquais de façon un peu jésuite, expliquant pourquoi la mort de l'auteur ou l'avènement de la textualité sacralisée étaient les idées porteuses du moment, alors que je restais parfaitement incroyant devant de telles propositions. Je suis mieux retombé sur mes pieds dans les années 80-90. Le contexte politique changeait, on sortait des mythologies de l'excès ou du règne de l'abstraction théorique, des directions un temps ouvrantes, je pense à la sémiotique, à un certain usage de la psychocritique, au schéma structuraliste, amenaient à des impasses ou à des redites. Comme après une inondation, le flot du propos critique se décantait et retrouvait des rives plus sûres. Après la gueule de bois, on retrouvait une santé fondamentale. Avec bien sûr du retour de refoulés. Paradoxalement, les années 70, si politisées, ont été dans le champ de la critique littéraire des années où l'histoire, jusque y compris l'histoire du sujet écrivain, a été débordée, dépassée, parfois voilée par d'autres problématiques. Après les mises en cause sévères du biographique, tel qu'il avait été pratiqué jusqu'à Barthes, façon mécaniste ou anecdotique, ou façon marxisante de manière trop schématique, il y avait à redonner place à un biographique pensé et formulé autrement. Un biographique indispensable, en particulier dans la lecture du XXe siècle. Comment tel ou tel écrivain s'était situé dans sa vie comme dans son œuvre par rapport à ce qui s'était déroulé d'exorbitant dans le X siècle était une question essentielle. À partir des années 80, se déploie toute cette littérature auto, parfois si mal comprise. On pourra à l'infini en déplorer le narcissisme, l'égocentrisme et le passéisme. Mais il me paraît capital que la littérature ait à ce point servi à dire les cassures qu'avait provoquées l'histoire et sa faux dans des vies, dans des histoires singulières, dans la construction intime de psyché et dans la relation au langage. Pérec, Dubrovsky, Claude Simon, Duras, tant et tant dont l'œuvre n'est explicable qu'à la lumière de ces ruptures imposées par les grandes fractures du siècle. Et la critique littéraire avait évidemment à accompagner, illustrer, éclairer en profondeur
ce moment de la pensée portée par les enfants de ces guerres et des exils. Je garde une reconnaissance éternelle à Roland Barthes pour nous avoir enseigné à observer les textes et les signes, nous avoir enseigné à lire et à écrire, par l'esprit de finesse qui, comme chacun sait, suppose de savoir se servir de lames et de scalpels. Mais il a détourné les yeux et les mots de cette férocité de l'histoire dont en ce dernier tiers du siècle passé, on a mesuré le poids et la teneur. Barthes a méconnu ou dénié, phobiquement, point d'interrogation, ce tragique, se réfugiant dans la délicatesse du Japon ou de la rhétorique amoureuse et enseignant là d'admirables choses, préférant la complexité dans le bonheur avec le solaire solers plutôt que l'accompagnement du destin de son disciple Pérec et sa façon à lui de désigner le tragique. 1985, sortie du film Shoah, une forme de récit, d'enquête, de paroles se cherchant pour dire ce qui eut lieu à Auschwitz à travers une suite d'histoires, plus précisément de témoignages, le mot ici m'importe, individuels. 1989, fondation à la vénérable et fort classique maison Gallimard de la collection L'un et l'autre par J.B. Pontalis, psychanalyste et écrivain. J'en rappelle le prière d'insérer qu'on retrouve dans chacun des 77 livres qui y furent publiés. Des vies, mais telles que la mémoire les invente, que notre imagination les recrée, qu'une passion les anime. Des récits subjectifs à 1000 lieues de la biographie traditionnelle. L'un et l'autre, l'auteur et son héros secret, le peintre et son modèle, entre les deux, un lien intime et fort, entre le portrait d'un autre et l'autoportrait, où placer la frontière. Les uns et les autres, aussi bien ceux qui ont occupé avec éclat le devant de la scène, que ceux qui ne sont présents que sur notre scène intérieure, personne ou lieu, visage oublié, parcours effacé, profil perdu. L'existence de cette collection, avec tant d'admirables textes, me semble-t-il, a contribué à renouveler et remettre sur ses pieds tout un secteur de l'imaginaire critique. Ce sont toujours des textes d'écrivains, à l'écriture châtiée et raffinée. La question du biographique est centrale, mais constamment déplacée, en tout cas déportée hors des canaux usuels de l'historico-biographique. Comme le dit Pontalis, ce sont autant des autoportraits que des portraits de l'autre, et cette intrication me semble essentielle. Passion de la quête de soi et passion de la quête de l'autre n'étaient plus mises en opposition. Une volonté d'aller vers les sources secrètes, autant celle de l'auteur étudié que celle de l'auteur étudiant. Enfin, la dynamique de l'écriture, les conflits liés à la gestation de l'œuvre venaient s'entrelacer avec les dynamiques d'une vie et les conflits qu'elle ne peut manquer de faire naître chez l'un, chez l'autre. Parallèlement, se sont écrites en ces années quelques biographies d'écrivains proprement admirables, comme celle de Cocteau par Claude Arnaud ou celle de Michaud par Jean-Pierre Martin. Relecture d'une vie et genèse d'une œuvre empoignée d'un même mouvement. Ce travail de biographie suppose une finesse d'intelligence et une subtilité de pinceau hors du commun. Beaucoup n'y arrivent que de façon indécise, mais quand c'est réussi, cela donne des chefs-d'œuvre. Nous voilà loin de la critique universitaire qui, elle, est restée en rade et s'est enfoncée dans un temps diversement glaciaire. Pourquoi cette stérilisation ? Parce que les postes à l'université sont devenus rares et chers, parce que les études littéraires sont désertées et peut-être plus gravement méprisées. Pour obtenir vite la thèse en 4 ans, un poste à l'université, il faut montrer qu'on est bon élève, qu'on a ingurgité les bons auteurs, qu'on sait rédiger convenablement ces trop longues dissertations que sont tant et tant de thèses. Malheur à qui voudrait faire l'original, ses chances d'entrer dans l'université seraient bien minces. Il n'y a plus de source d'inspiration extérieure. Tout un temps, il fallait citer Lacan, Derrida ou Deleuze, qui fournissaient un peu de carburant intellectuel. Ces ressources, tant de fois puisées, se sont épuisées. On rencontre rarement des discours critiques, un tant soit peu neufs. Plus gravement, ces travaux universitaires ne sont pas écrits, ou plus exactement, ils ne sont écrits que pour le tribunal des pairs ou des pairs. Jargon qui ne perdure qu'en circuit fermé, lexique inaudible, hors des couloirs de l'université, langue de bois et psittacisme.
La croissante disparition des revues imprimées, l'enfermement de publications dans des maisons d'édition universitaires, l'inappétence des libraires, du public, de la presse littéraire pour ce genre de publication, tout cela enferme cette production critique dans les circuits de l'exclusion. Les universitaires se lisent-ils les uns les autres? On peut en douter. Telle contribution critique, qui a quand même coûté temps et énergie à son auteur, sera-t-elle lue par plus de 30 ou 40 personnes? On peut là encore en douter. La diffusion sur Internet accomplit enfin le mot de Lacan, la poubellication. Et à quoi bon un travail d'écriture si c'est pour aboutir à cette prolifération de bouteilles perdues en on ne sait quel océan? Derrière l'absence d'écriture, il y a une absence de point de vue, d'affirmation d'une subjectivité qui fait des choix et promeut des valeurs. C'est le triomphe de l'obsessionnalité. La génétique textuelle, la critique des sources, parfois certes éclairantes, semblent les ressources principales d'une bonne part de la critique universitaire. Ce que X doit à Y, ce qu'apporte telle suppression ou tel ajout par un auteur dans la confection de son texte, bon, ça donne des travaux précis, honnêtes, polichons et de bien peu de portée en général. Une critique, je viens donc d'esquisser à gros traits un double tableau. Une critique méticuleuse, de peu d'enjeux et de peu d'audience, qui reste rivée à la lettre du texte, mais en esquivant les enjeux éthiques, esthétiques et éventuellement politiques. Et une critique littéraire entre les mains d'écrivains et qui s'attache moins au travail de la lettre qu'au Sturm und Drang qui est à l'origine de l'œuvre. Je voudrais donner un exemple en vous lisant quelques lignes de Pierre Michon, lecteur de Rimbaud. Et pour moi, elles sont passionnantes parce que c'est ce que tout mon discours enseignant voudrait amener à faire comprendre. Or, seule la parole d'un écrivain extérieur peut le faire. Vous vous souvenez de l'histoire de Rimbaud, la mer Rimbe, la dure, la noire, la sèche, là, et le capitaine Rimbaud qui avait fichu le camp, Dieu sait où. Et je lis Pierre Michon. Ainsi qu'il arrive souvent, la mère chassée des affections du fils, répudiée, moquée, exclue du monde et désavouée, la mère disparut du nombre des créatures visibles et se réfugia tout à fait dans le fils, tenant ses vieilles jupes à deux mains, bondit sans reste à l'intérieur du fils, dans ce cagibi obscur et jamais ouvert en nous-mêmes, où, nous dit-on, nous n'avons pas conscience de nos actes et agissons. Elle y rejoignit le capitaine, qui était, lui, depuis un bout de temps, avec son sabre et son shako. Mais elle fit plus de bruit que le capitaine. Et ces choses-là arrivent souvent. Mais ce qui arrive moins souvent, ce fils était Arthur Rimbaud, dont les actes notables n'étaient que de beaux vers. Et c'est avec les doigts noirs que j'ai dit, mais cette fois trafiquant dans le fils, au fils accroché, dans le fils cadenassé, que les plus beaux vers furent filés deux à deux tenus. Oui, on peut penser que l'Alexandrin séculaire fut prodigieusement exalté, puis détruit sans retour vers 1872 par une femme triste qui grattait, cognait et délirait dans un enfant. La révolution du langage poétique, là, est vraiment admirablement dite. Eh bien, je voudrais plaider pour une critique qui dépasse cet antagonisme et ces scènes qui ne se parlent pas les unes aux autres. Auparavant, un bref détour qui, me semble-t-il, n'en est pas un. Je suis stupéfait de voir combien et comment s'est effondré dans le domaine des études littéraires, et pas seulement en lui, ce qu'a apporté la psychanalyse. Qu'on ait largué la psychologie psychanalytique, qu'on ait renvoyé chez eux Oedipe, papa et maman, un peu trop vus, qu'on ait bazardé le psittacisme lacanien tel qu'il a sévi, notamment dans les études anglo-américaines, qu'on ait liquidé la paranoïa sur les signifiants, ce nettoyage par le vide était assurément nécessaire. Mais avec ce grand lessivage ont disparu aussi, ce que j'appellerais volontiers la culture psychanalytique, ou mieux encore l'inquiétude psychanalytique. Qu'on interroge si peu la relation à la mort, à la transmission et au legs, les enjeux conflictuels de répétition ou des choix formels me semblent troublants. Je lis aujourd'hui des textes critiques où cette dimension questionnante, inquiète, intranquille
et lancinamment absente. Je parlais de transmission, c'est comme si là, une transmission ne s'était pas faite. Ce n'est pas parce que la psychanalyse, le freudisme sont aujourd'hui en retrait de la scène qu'ils n'ont pas à être visités, peut-être en les laissant à l'arrière-scène, dans les coulisses ou dans l'ombre, mais en tenant compte. Quand on s'intéresse à la littérature et à la vie des formes et de l'imaginaire, il y a des façons d'éclairer la scène ou d'y entrer qu'on n'est pas en droit de négliger. Certains praticables pour entrer dans l'édite scène ont été trop utilisés, raison de plus pour en inventer de nouveaux. Il me semble qu'on doit attendre de la critique littéraire qu'elle tente inlassablement de s'approcher de cet impossible à cerner et à atteindre qu'est l'origine du texte. J'en reviens, fidèle à l'esprit des Lumières, à un propos sur l'origine. D'où viennent les choix de telle forme, les parcours aujourd'hui si fréquents entre des ruines de genres diversement vivants ou morts, je pense à la poésie ou au roman, et l'invention de formes autres, où ces fantômes viennent circuler. Quels conflits l'œuvre et l'écriture ont-elles cherché à résoudre et à faire sourdre? Quelles interpénétrations, quel franchissement de limites l'œuvre propose-t-elle? Comment s'approcher de la source qui l'a fait naître? Image de l'eau, du volcan qui l'a fait jaillir, image du feu, du souffle qui la porte, image de l'air. On choisira ces images, mais c'est quand même bien là qu'il faut aller. Autrement dit, j'en appelle à une critique qui sache mettre ses capteurs, ses projecteurs au plus près des sources du texte, donc de sa lettre et de ses enjeux. À la fin de Hamlet, Hamlet confie à Horatio le soin de « to tell my story ». On va supposer qu'en l'occurrence, Hamlet soit l'auteur et que Horatio soit le critique qui est à raconter l'histoire de Hamlet l'écrivain. Ce qu'aurait tant aimé être Hamlet. Mission infinie et d'une rare difficulté, qui, même si l'écrivain a raconté son histoire avec ses mots et ses procédures, il y a quand même à en raconter l'histoire en ses ramifications les plus ultimes. Aller intus et incute, comme le proposait Jean-Jacques Rousseau à la première page des Confessions. Le travail du critique est bien d'aller à l'intérieur du texte et sous la peau de l'œuvre pour l'éclairer par en dessous, en dessiner les trames secrètes, en désigner le système nerveux. Cela suppose une implication personnelle du propos et de la démarche du critique. Il me semble qu'une transformation décisive du discours et de la méthode des historiens a lieu en ces temps où ils redécouvrent qu'ils font œuvre d'écriture, œuvre d'écrivain, que la fécondité de leurs propos tient à son alliage avec l'exigence littéraire. Je pense à Arlette Farge, à Alain Corbin, à Patrick Boucheron, à Yvan Jablonka. Or, ces historiens ont, entre autres points communs, d'avoir su rendre passionnant leur travail, si évidemment romanesque, d'enquêteurs. Il me semble que si la critique littéraire savait aujourd'hui mieux mettre en valeur le génie de l'enquête, l'allegro narratif et le doigté littéraire qu'elle suppose, elle retrouverait davantage un public. La critique littéraire ne peut donc échapper à cette nécessité d'une écriture, d'une marque personnelle. Roland Barthes, vous le savez, distinguait les écrivains des écrivains. Eh bien, il faudrait introduire quand même une troisième catégorie, me semble-t-il. Une critique littéraire où l'écrivain se sache quand même un petit peu écrivain sans se prendre pour un écrivain. Et c'est effectivement un art très subtil que la critique, qui suppose une éthique et une esthétique très affinées. Une écriture seconde qui est greffée sur une écriture princeps, qui impose sa voix tout en la voilant, qui sache illuminer les réseaux secrets d'une œuvre, d'un parcours dans l'écriture au prix d'un engagement intime du critique qui a pourtant à rester présence discrète. Je parlais d'éthique, se mettre au service d'eux, s'effacer sans s'effacer, affirmer sa présence tout en les laissant quasi-absence, nourrir de son intimité sa relation à l'auteur en laissant cette intimité tout en retrait, une éthique dans cette relation de soi à l'autre, une esthétique, des défis extraordinairement stimulants. Je vous remercie de votre attention. Merci. Là, je vous demande, avons-nous de questions après cette exposition
ce panorama de ces 50 dernières années sur la critique littéraire et tout ce qu'on a pu apprendre. Qu'est-ce que vous avez posé de questions à M. Claude Bourgelin? Donc, on va commencer par la table avec Isabelle Genot. Oui, je pense que universitaire, on a tous, on partage un peu cette expérience de dessiccation ou en tout cas de difficultés de plus en plus grandes de maintenir des espaces critiques et des espaces de création au sein de l'université. Bon, moi, j'ai la chance d'être dans une discipline assez récente à l'université, donc on a encore la niaque. Mais du coup, je me demandais sur est-ce que vous avez quand même, parce qu'il y a quand même beaucoup de départements de littérature en France, est-ce qu'il y a des lieux où vous avez l'impression que ça invente quelque chose en matière de transmission de la question de la critique littéraire, c'est-à-dire au-delà de ce dessèchement très normatif qu'on rencontre dans toutes les disciplines, je crois, est-ce qu'il y a des lieux où ça résiste un peu et où on trouve des façons de maintenir un peu cette vigueur énergétique que vous semblez rechercher? Ça me paraît toujours lié à des personnes, au charisme ou à l'inquiétude de tel ou tel enseignant universitaire. Et si ce charisme ou ce désir ne sont pas là, je constate que beaucoup de départements universitaires littéraires, pour l'instant, sont en état de léthargie, ou plus exactement de dépression nerveuse, que je dirais volontiers collective et souvent personnelle. De gens qui ont peut-être cru à l'université. Excusez-moi. Qui ont cru à l'université et qui s'aperçoivent que leurs idéaux, leur moi idéal, pour parler psychanalytique, eh bien, ils s'effondrent. Tout le monde s'en fout de ce qu'ils sont et ce qu'ils font. Il faut pouvoir le supporter. Oui, Emmanuel Vallon. Est-ce que ce n'est pas aussi une affaire de lieu en dehors de l'université? Toutes ces phases d'une critique à la fois ardente, toujours en recherche, en inquiétude, mais aussi en proposition, c'est passé notamment par des revues. On a évoqué au passage le rôle de tel quel, qui fut aussi bien réservoir d'avant-garde linguistique que maoïste par certains égards. On a évidemment en tête d'autres revues peut-être plus généralistes. On a évoqué des revues tout à l'heure avec Isabelle, elle a mentionné les lettres françaises. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a dans le paysage des revues ou alternativement dans la sphère galactique d'Internet, des foyers de confrontation, de pensée, de résistance ou d'imagination qui iraient dans le sens de cette recherche? J'aurais volontiers la tentation de faire du flaubertisme, du célinisme en disant il n'y a rien. C'est évidemment pas vrai. Je pense par exemple à un petit foyer comme celui que représente les éditions Amsterdam, avec le travail d'Yves Citon, qui essaye de reproblématiser la situation du littéraire de façon politique, un peu dans le sillage de Rancière. Force est de constater que des revues littéraires, ça ne va pas. Hein. Une revue comme telle quelle, nous s'appelle l'Infini, perdure parce qu'à cause de la place de Solers chez Gallimard, mais bon, c'est mort. Non, la disparition des revues littéraires,
le fait que la NRF n'arrive pas à retrouver une vitesse de croisière, tout ça prouve bien qu'il y a quelque chose là qui ne vit plus. Alors c'est sûr, il y a plein de petits foyers ça et là dont je n'arrive pas bien à me rendre compte de quoi ils sont porteurs. Des petits tueurs. Mais je crois que le temps des revues tel qu'il a été royal au XXe siècle, ce temps n'est plus, me semble-t-il. Il y a une demande de parole. Donc, il a une demande à la salle, il a une demande aussi à la table. Donc, on commence par la salle. Oui, bonjour, Shaima Benajali, je suis doctorante à Paris-Ouest Nanterre. Et j'avais une question plus globale sur la critique littéraire. Comment la définiriez-vous aujourd'hui ? Est-ce qu'elle va plus contrer le génie et la spontanéité de la création, ou plutôt est-ce qu'elle va l'accompagner et la nourrir ? Je parle bien de la critique littéraire d'aujourd'hui, contemporaine, qu'elle soit dans le cadre universitaire ou autre. Les micros, s'il vous plaît. Posez une bonne question. Par exemple, l'histoire du nouveau roman, elle a été immédiatement accompagnée par la critique. Donc la création et critique se sont portées l'une l'autre de façon tout à fait remarquable et rarement vue dans l'histoire. Est-ce qu'aujourd'hui, création et critique s'appuient l'une l'autre ? J'en doute. Je ne sais pas, mais j'en doute. Bien sûr, parfois, des créateurs sont portés par un critique et souvent, on se dit heureusement que ce critique est là, sinon l'auteur n'existerait pas. Ça reste des aventures un peu contingentes, une aventure singulière plus une aventure singulière. Mais il n'y a pas cette espèce de mouvement de fond qu'il y a pu y avoir il y a 30 ou 40 ans. Eh bien, donc là, je passe la parole à Jean-Michel Frodon, qui a demandé de faire une question. Oui, vous avez décrit, et je dirais notamment situé historiquement, ce processus qui s'est passé à la fin des années 50 et au cours des années 60, de cette florescence magnifique. Et je me demandais, en vous écoutant, s'il n'y avait pas là eu un malentendu fécond dans ce croisement extraordinairement productif de l'université et de la critique littéraire. Mais est-ce que ce n'était pas transitoire parce que non naturel ou non voué à durer, et est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui la reconnaissance qui aurait les conséquences pas réjouissantes que vous venez de décrire, que l'exercice critique n'est pas son lieu de prédilection, n'est pas l'université, ce qui n'exclut évidemment pas les études littéraires, mais la pratique critique telle que vous l'avez revendiquée par ailleurs dans son élan et dans sa personnalisation aussi. Au fond, la chance de la critique universitaire dans les années 60 et quelques, ça a été qu'effectivement, il fallait rebâtir entièrement la maison. Ce qu'avait proposé le lawsonisme et tout ça, c'était mort et bien mort. Et il n'y a plus cette opportunité-là aujourd'hui. Et donc, effectivement, quand vous parliez de malentendu, en tout cas, une circonstance historique qui a noué les choses d'une certaine façon et qui ne va pas se reproduire de sitôt.